Depuis les années 80, les constructeurs français ont tenté, osé, parfois trop. Et il faut le dire, certaines créations auraient peut-être mieux fait de rester au stade de maquette. Mais elles sont bel et bien sorties d'usine. Elles ont été vendues et enroulées, et ils nous ont laissés perplexes. Je ne suis pas là pour me moquer gratuitement. Je suis là pour vous présenter notre choix des voitures françaises les plus déroutantes de ces 5 dernières décennies, avec leurs intentions, les erreurs et les conséquences. Classement inversé, du moins problématique au plus embarrassant. C'est parti. Numéro 10, Citroën Visa. Quand Citroën présente la Visa au Salon de Paris en 1978, le choc est autant technique que visuel. Sur la base d'une Peugeot 104, la marque tente de réinventer sa citadine avec une carrosserie originale, une planche de bord futuriste et un petit bicylindre à allumage électronique. Ce qui marque, c'est ce fameux groin à l'avant. Une calandre intégrée au pare-choc qui donne à la voiture un nez proéminent, déroutant, presque comique. Aucun designer ne le revendique. Et le public reste perplexe. Les ventes décollent difficilement. Sous le capot, deux mondes s'opposent. Le bicylindre 652 cm3 de 36 chevaux en position longitudinale, hérité de la 2 chevaux, ou le 4 cylindres transversal de 1124 cm3 et 57 chevaux. Poids plume, 870 kg. Vitesse de pointe modeste, 125 km/h. Avec 117 000 exemplaires vendus en 1980, il faudra attendre 1981 et un restylage discret, peinture noire, pour remonter à 180 000 ventes. Ce groin restera une énigme de style, et c'est pour cela qu'elle ouvre ce classement. Numéro 9, Renault Twingo 2 Phase 1, 2007. En 2007, Renault tourne le dos à la bouille attachante de la Twingo première du nom. Fini le regard rondouillard, les couleurs vives, la silhouette espiègle. Place à un dessin durci, plus rationnel, censé séduire une clientèle plus masculine. La Twingo 2 Phase 1 perd son identité. Et c'est précisément ce que beaucoup ne lui pardonnent pas. Sur le plan technique, pourtant, le bond est réel. Base de Clio 2, large choix de moteurs essence et diesel, jusqu'à une version RS forte de 133 chevaux. Rien n'y fait. Malgré ses qualités dynamiques, son dessin fade la condamne à une indifférence polie. À l'intérieur, même constat. Finition grise, plastique dur, ambiance low cost. La Twingo 2 roule droit vers l'oubli, jusqu'au restylage salvateur de 2011. Renault l'a compris trop tard. L'originalité est parfois un capital qu'on ne devrait jamais brader. Passons au numéro 8. Numéro 8, Dacia Logan MCV 2006. Un break bon marché, construit pour rouler sur la tôle ondulée du Sahara comme dans les faubourgs de Bucarest. Ça n'a jamais été un exercice de style. Et la Dacia Logan MCV l'assume pleinement. Lancée en 2006, cette déclinaison familiale de la Logan Phase 1 obéit au dogme du design to cost. Volume cubique, surface plate, vitrage quasi droit et des fenêtres arrière haut perchées comme posées à la hâte. Le dessin est strictement fonctionnel. Rien n'est là pour séduire. Tout est pensé pour coûter moins cher. Sous le capot, des blocs essence et diesel éprouvés, comme le 1,4 litre MPI ou le 1,5 litre DCI au mieux 90 chevaux. C'est lent, c'est bruyant et ça encaisse. L'intérieur recycle les pièces de toute la galaxie Renault, sans effort d'ergonomie ni de raffinement. Cependant, elle s'est vendue parce qu'elle répondait à un besoin. Objectivement, elle est laide et elle n'a jamais prétendu le contraire. Numéro 7, Renault Koleos 1, 2008. Dès sa sortie, le Renault Koleos 1 a suscité l'incompréhension. Non pas parce qu'il était mauvais techniquement, plutôt parce qu'il n'avait aucun visage. Premier SUV de la marque, développé par Samsung Motors en Corée du Sud, il reposait sur une base Nissan X-Trail, mais avec un style sans colonne vertébrale. En 2008, alors que le segment explose, Renault livre un 4x4 au museau flasque, au regard éteint, à la silhouette pataude. Le profil évoque une grosse Clio mal étirée. L'arrière manque cruellement de cohérence. À l'intérieur, planche de bord empruntée, plastique terne, absence totale d'élan stylistique. Sous le capot, par contre, les blocs DCI sont solides, les transmissions Nissan efficaces. Le public reste froid. Le restylage de 2011 tente un sursaut, sans convaincre. Ce Koleos n'a jamais su affirmer ce qu'il voulait être. Et c'est bien là tout son problème. Un SUV sans conviction, ni en style, ni en présence. Numéro 6, Citroën C3 Pluriel, 2003. C'est l'histoire d'une bonne idée qui se prend les pieds dans le tapis. En 2003, Citroën lance la C3 Pluriel, un ovni censé incarner la voiture à vivre par excellence. Découvrable, cabriolet, spider, voire pick-up. L'audace est totale.
Et en réalité, l'ergonomie frôle l'absurde. Pour rouler sans arche, il faut les démonter manuellement, 12 kg pièce, et les laisser à la maison. La moindre averse devient alors cauchemardesque. Et l'étanchéité dans tout ça, aléatoire. Le toit électrique en toile s'ouvre, oui, mais dans un vacarme de bâche tendue, et sans jamais offrir la légèreté d'un vrai cabriolet. L'esthétique, elle, divise. Rondeur molle, arche disproportionnée, hauteur de caisse excessive. La mécanique est banale. 1,4 litre ou 1,6 litre essence ou un petit diesel 1,4 litre HDI, tous couplés à des boîtes de vitesse sans éclat. En 7 ans, elle a eu 110 000 exemplaires. Numéro 5, Peugeot 306 Tricor, 1996. Elle voulait jouer dans la cour des grandes. Elle est arrivée avec les mauvaises cartes. La 306 Tricor, dérivée de la compacte au succès bien mérité, n'a jamais su convaincre. Présentée comme une alternative plus statutaire, elle perd d'emblée le charme dynamique de la 306 d'origine. L'ajout d'une malle arrière déséquilibre toute la silhouette. Trop longue à l'arrière, trop courte à l'avant, elle semble mal assemblée, comme un patchwork mal inspiré. Son design date de la belle époque Peugeot et cette version paraît avoir été dessinée à la hâte, dans l'ombre d'un garage. Techniquement, moteur essence et diesel de 60 à 167 chevaux, châssis affûté, comportement sûr. Cependant, aucune de ces qualités ne parvient à faire oublier une ligne bancale, boudée en France, mais tolérée sur certains marchés émergents. Une berline pour ceux qui n'aimaient ni les berlines, ni les Peugeot. On passe à une autre disgrâce plus radicale. Numéro 4, Citroën Axel, 1984. L'Axel n'était pas moche au sens strict. Elle était pire, datée. Elle arrive en 1984 avec une carrosserie qui semble avoir raté 2 décennies d'évolution. Ce projet, né dans les années 70 chez Citroën, a été réchauffé à la hâte après un accord improbable avec la Roumanie de Ceausescu. Produite à Craiova, l'Axel est d'abord une old seat, et cela se voit. Sa ligne rappelle la Visa première série, avec une poupe basse, des roues arrière carénées, un profil mou, sans air. Sous le capot, un Flatford GS, 1,3 litre, 61 chevaux, greffé à une caisse mal finie. Peinture fragile, chrome qui s'oxyde, frein capricieux, siège qui s'affaisse. Elle coûte à peine plus qu'une 4L, et en dit moins sur celui qui la conduit. Les ventes restent confidentielles et la fiabilité plombée enterre définitivement le projet. Citroën quitte le navire en 1988. Et moi, je tourne la page vers un modèle encore plus douloureux, notre numéro 3. Numéro 3, Renault Velsatis, 2002. Difficile d'oublier ce regard vide et ce capot en pente douce, comme s'il hésitait à s'affirmer. La Renault Velsatis, c'est le haut de gamme à contresens. Lancée en 2002 pour succéder à la Safrane, elle voulait réinventer la berline statutaire. Cependant, son style bicorps massif, ses proportions hautes perchées et sa proue ramassée ont déconcerté. À l'intérieur pourtant, le confort était princier. Sous le capot, les blocs allaient du modeste 2 litres de DCI au 3 litres 5 V6 Nissan de 245 chevaux. La Velsatis savait rouler, mais elle n'a jamais su séduire. Renault y a englouti 630 millions d'euros et à peine 62 000 unités produites. Même une phase 2 plus sobre n'a rien changé. La Velsatis a tenté de faire différent, elle a surtout fait l'unanimité contre elle. Restons sur cette tentative ratée et passons à la deuxième place. Numéro 2, Renault Thalia, 1999. Quand Renault tricore une Clio, cela donne la Thalia. Lancée en 1999, cette berline dérivée de la Clio 2 visait les marchés où le coffre compte plus que la ligne. Turquie, Europe de l'Est, Maghreb, partout où l'on préfère l'espace au style, la Thalia s'est installée. Mais à quel prix esthétique ? Avec son empattement inchangé, son arrière greffé sans élégance et des proportions déséquilibrées, elle évoque un collage maladroit plus qu'une vraie berline pensée. Sous le capot, des blocs sobres, 1,2 litre ou 1,4 litre essence, quelques diesels dont le fiable 1,5 litre DCI. Elle rend service, c'est vrai. Elle roule, elle consomme peu et n'attire jamais. Le style reste figé, même après le restylage de 2007. Cette Clio à rallonge n'a jamais trouvé grâce aux yeux des amateurs de lignes bien dessinées. Et c'est pour cela qu'elle s'impose ici, juste avant la pire d'entre toutes. Accrochez-vous, on passe maintenant au numéro 1. Numéro 1, Peugeot 206 Sedan, 2005. Il fallait bien que ça tombe sur elle. Car s'il existe un consensus quasi mondial autour de la réussite stylistique de la 206 originale, la version Sedan incarne tout l'inverse. Plébiscitée par les marchés émergents, l'Iran, la Chine, la Tunisie, l'Amérique latine, cette tricorps maladroite rompt violemment avec l'équilibre du modèle d'origine. Son coffre greffé à l'arrache dénature l'élan dynamique du profil initial. La malle est haute, massive, disproportionnée, comme posée là, sans étude.
Le dessin perd toute cohérence. Les lignes tendues de l'arrière s'écrasent sous ce volume arrière disgracieux, en rupture avec les courbes fluides de l'avant. Techniquement, pourtant, cette version n'était pas bâclée. Elle reprenait le châssis et les motorisations de la 206 standard, avec parfois des raffinements inattendus comme l'essieu arrière de la RC ou des barres anti-rapprochement. Elle profitait même d'une garde-sol relevée et de réglages d'amortissement assouplis pour s'adapter aux routes plus dégradées de certains pays. Commercialement, cette déclinaison a une carrière discrète et durable. Produite à Wuhan, en Iran ou en Tunisie, elle a séduit une clientèle familiale peu soucieuse d'esthétique. C'est d'ailleurs elle qui a permis à Peugeot d'atteindre les 6 puis 12 millions d'exemplaires produits, un record historique. En France, en revanche, elle reste un objet de rejet quasi unanime. Jamais commercialisée officiellement dans l'Hexagone, la 206 Sedan incarne pour beaucoup ce qu'on redoute dans le design automobile. Une adaptation paresseuse, dictée par le coût, sans élégance ni cohérence. Elle termine donc logiquement en tête de ce classement. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans le Garage Français.